Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode sur Kerbal Space Program. Le lancement de vendredi sera celui de Luna 1. Je vous propose donc aujourd'hui un hors-série assez spécial sur la Lune, suivi d'une compilation de tentatives de Vanguard 1. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. La Lune est l'unique satellite de la Terre. Parmi les 150 lunes du système solaire, elle est la 5e plus grande avec un diamètre de 3474 km. La distance séparant la Terre à la Lune, en moyenne, est de 384 467 km. Mais reprenons un peu depuis le début. Nous sommes en 4 530 millions d'années avant Jésus-Christ, alors que le système solaire n'a que quelques millions d'années. Eh oui, j'ai bien dit depuis le début. Ce que nous voyons actuellement est la Terre à ses débuts, une protoplanète. À cette époque, deux planètes se trouvent sur la même orbite autour du Soleil. L'une d'entre elles s'appelle Theia. Elle est un tout petit peu plus grande que Mars. Quant à l'autre, vous l'aurez deviné, nous sommes dessus, c'est la Terre. Mais que se passe-t-il quand deux planètes sont sur une orbite proche? Eh bien, elles finissent par se percuter. Theia arrive à une vitesse vertigineuse, plus de 15 km par seconde. Plus petite que la Terre, elle finit désintégrée par le choc. La Terre, quant à elle, n'est pas au mieux de sa forme. Éventrée, elle se retrouve inclinée sur son orbite. Les morceaux de Theia se retrouvent donc projetés autour de la Terre. Les débris restent en orbite formant des anneaux. Les plus proches, quant à eux, vont tomber sur la Terre et lui permettre de se reformer. Ces anneaux, composés de morceaux de la Terre et de Theia, finissent par s'agglomérer pour former la Lune. Lors de sa création, elle ne se situe qu'à 25 000 km de la Terre, au lieu des 384 000 d'aujourd'hui. D'apparence, elle fait 17 fois la taille du Soleil. Noire, avec des éruptions volcaniques constantes. À ce moment de l'histoire, vous ne voyez le Soleil que 3 heures par jour. Et la durée d'une journée entière dure 6 heures. La Lune tourne moins vite autour de la Terre que celle-ci ne tourne sur elle-même. Du coup, par les forces des marées, elle va progressivement s'éloigner en ralentissant la période de rotation de la Terre, faisant passer la durée d'une journée à 24 heures. Sa rotation finira par se caler sur sa période de révolution, ne montrant ainsi qu'une seule face de la Terre. La Lune s'éloigne donc toujours aujourd'hui d'environ 4 cm par an. C'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il maintenant? De quoi est-elle faite? A-t-elle toujours une influence sur nous en ralentissant les journées? Ou d'une quelque autre manière? Bon, une question à la fois. On considère aujourd'hui que la Lune est un corps dont la structure en profondeur n'est pas homogène, qui résulte d'un processus de refroidissement. Elle possède donc une croûte et un noyau entre lesquels se trouve un manteau.
Cette structure, comme vous le voyez, ressemble fortement à ce que l'on trouve à l'intérieur de la Terre, à la différence essentielle que la Lune est très froide. Elle n'est plus active comme l'est encore la Terre, je parle bien sûr de l'activité tectonique et l'activité volcanique. La croûte lunaire est recouverte d'une couche poussiéreuse appelée régolithe. Les scientifiques pensent que la croûte a une épaisseur asymétrique, ce qui pourrait expliquer pourquoi le centre de masse de la Lune est excentré. De même, cela pourrait expliquer les mers sur la surface visible. Par ailleurs, les innombrables impacts de météorites qui ont ponctué l'histoire de la Lune ont fortement modifié sa surface en creusant de profonds cratères dans sa croûte. Parmi les grands bassins d'impact, le bassin pôle sud Aitken, avec ses 2500 km de diamètre, est le plus grand cratère d'impact connu à ce jour dans le système solaire. La croûte lunaire est composée d'une grande variété d'éléments: oxygène, silicium, magnésium, fer, titane, calcium, aluminium, potassium et même de l'uranium, du thorium et de l'hydrogène. Sous l'effet des rayons cosmiques, chaque élément émet un rayonnement sous forme de photons gamma. Quelques éléments sont radioactifs, comme l'uranium, le thorium et le potassium cités précédemment, et émettent leur propre rayonnement. Bon, les influences maintenant. La plus connue est sans aucun doute celle des marées. Le mouvement de la révolution de la Lune autour de la Terre donne un effet gravitationnel sur les eaux qui constituent les océans. Elle attire l'eau, provoquant une hausse ou une baisse du niveau de l'eau à la surface de la Terre, approximativement dans la direction Terre-Lune et dans la direction opposée. Et comme je disais précédemment, elle continue à s'éloigner de la Terre. Donc le ralentissement du mouvement de la rotation de la Terre continue. Bon, faisons une rapide parenthèse pour expliquer ce phénomène. Imaginons que vous êtes un lanceur de marteau. Si la chaîne qui vous relie au poids est courte, pour le lancer, en tournant sur vous-même, vous allez devoir tourner beaucoup plus vite pour maintenir le poids avec la chaîne en tension. Si le poids est beaucoup plus loin, votre vitesse de rotation sera moins grande. C'est exactement ce qui se passe entre la Lune et la Terre, à la différence qu'à la place d'une chaîne, nous avons la gravité. La Lune a un champ magnétique très faible, mais elle en a un. Une étude a démontré qu'à ses débuts, la Lune avait un champ magnétique très comparable à celui que la Terre a aujourd'hui. Et la Lune a une atmosphère. Bon, très ténue certes, mais elle en a une. Et c'est là l'importance de ce champ magnétique qui la protège donc en partie du souffle des vents solaires. Ces vents solaires qui contribuent aussi au maintien de cette atmosphère car il est brièvement capturé par la gravité lunaire. L'autre principale source de cette atmosphère est le dégazage, c'est-à-dire le dégagement de gaz, par exemple le radon, en provenance des profondeurs de la Lune. A priori, la quasi-absence d'atmosphère et une température supérieure à 100 degrés au Soleil devrait rendre impossible la présence d'eau sur la Lune. Pourtant, les données recueillies par des sondes à la fin des années 90 montrent la présence de grandes zones riches en hydrogène au pôle. Or, l'hydrogène est un des constituants de l'eau avec l'oxygène. L'hypothèse actuellement la plus populaire au sein de la provenance de cette eau propose une origine cométaire et non une origine à Theia. Les comètes, en percutant la Lune il y a plusieurs milliards d'années, se seraient vaporisées, créant ainsi une atmosphère provisoire. La vapeur d'eau contenue dans cette atmosphère se serait alors condensée puis aurait givré sur le sol. La glace, située au fond des cratères du pôle sud, aurait pu se conserver pendant 2 milliards d'années. Les fonds de ces cratères n'étant jamais exposés aux rayons du soleil en raison de l'inclinaison très légère de l'axe de la Lune. De même, au pôle nord, où l'eau glacée serait protégée par une couche de régolithe de 40 cm d'épaisseur. Voilà, je pense que vous en savez à peu près autant que moi. Notez cependant que nous n'avons pas encore fini d'explorer la Lune. Il y a de nombreuses missions en cours de préparation, par les Chinois notamment, pour y renvoyer des hommes. Je vous laisse donc pour la suite avec le bêtisier de mes échecs sur Vanguard.